Vous êtes des sorciers. Quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement français comme Diomaye Faye. Au lieu d'aller lui dire, président, profitez du fait que vous êtes président pour étudier. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas cultivé. Je le dis à mes frères sénégalais, Diomaye, c'est un étudiant devant moi. Il est le président du Sénégal, je le respecte comme tel. Mais il ne peut pas m'enseigner. Diomaye, c'est un étudiant. Là où moi je m'assois, Diomaye prend un calepin, il prend des notes. D'accord, mes frères et sœurs sénégalais. Voilà, dites ça. Dites ça. Vous pouvez dire ça au président Diomaye et au premier ministre Sonko. Il n'y a pas un d'entre eux qui peut parler et puis c'est moi qui prends des notes. Si on entre dans le terrain du savoir et de la connaissance politique. Parce qu'il ne faut pas qu'on se néglige quand même un peu trop. Hein. On est tous des êtres humains et des mortels. Mais chacun a son domaine. Diomaye là. Voilà Ousmane Sonko au Sénégal. Aujourd'hui, le Ousmane Sonko qui est en train de délivrer le peuple. Les Sénégalais ne le comprennent pas. Diomaye Faye, c'est un sorcier. Diomaye Faye, c'est un marabout. Oui, Diomaye Faye, c'est un marabout. C'est Ousmane Sonko le vrai patriote qui veut délivrer le Sénégal. Je ne suis pas sénégalais, mais je vois à l'intérieur du Sénégal ce que vous ne voyez pas. Quand Ousmane Sonko est sorti, 10 qui cramaient à l'intérieur. Diomaye Faye a pratiqué et monté. Ils ont poussé des choses contre Ousmane Sonko. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, sinon ça peut jouer sur lui. Mais si j'ai le vrai Dieu, si moi je parle de la part de Dieu, si la situation ne change pas, c'est que je ne prie pas le véritable Dieu. Dieu m'avait montré clairement. Ousmane Sonko a les mains pures, les mains propres. Vous voulez, et d'ailleurs, si on l'avait condamné méchamment, on peut enlever. C'est pas parce qu'on a manipulé la justice. Vous êtes des sorciers. Ousmane Sonko là, il recevra sa liberté et il mettra le Sénégal. Je suis en prière aujourd'hui pour lui. Aujourd'hui, j'ai prié que pour lui. On va voir. On va voir. Moi, Diomaye Faye, si tu ne chutes pas, c'est que tu as vu, 2 minutes, c'est pour 2 minutes, elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Hey, moi, je ne vais pas dans le camp de la foule. Hein. Je ne vais pas dans le camp de la foule. Je vais dans le camp de la minorité. Mais qui est dans la vérité? C'est ça qui m'intéresse. Je peux aller dans le camp, vous êtes 10 millions, mais je vais dans le camp d'une personne qui est dans la vérité. Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, il ne faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victoire. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye faille. Son faille là, laissons le nom des failles tranquilles. Mais le Diomaye est une faille. C'est une faille. Pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Dans les premiers jours du conflit, plus de 35 pays ferment leur espace aérien aux avions civils russes. La Russie fait de même et les compagnies aériennes doivent maintenant contourner cet immense espace aérien. Russia has closed its airspace to airlines from 36 nations, including much of Europe and Canada. Mais cette fermeture a des conséquences beaucoup plus grandes qu'un simple contournement. Le nombre d'incidents d'avions guinéens en Russie a drastiquement augmenté. Mais quel est le rapport entre ces incidents et le conflit en cours? Eh bien, ça cache quelque chose de bien plus profond. Entre société écran et enlèvement d'avions, j'ai mené l'enquête, analysé des centaines d'articles de presse pour comprendre ce que cache vraiment la Russie avec son aviation commerciale. Au lendemain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, un paquet de sanctions est prononcé par les pays de l'Ouest. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elles seront coupables. Financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. En réponse, la Russie ferme son espace aérien aux pays signataires des sanctions qui eux-mêmes l'avaient déjà fermé aux avions immatriculés en Fédération de Russie. L'Ukraine est évidemment fermée à cause du conflit en cours, et d'ailleurs l'Est de l'Ukraine est déjà totalement fermé depuis le crash du MH17. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. De la région de Koursk. Le gouverneur de la région de... Et on en vient à présent à l'actualité du conflit en Ukraine. Les échanges entre Moscou et Kiev dans le cadre du volet humanitaire se poursuivent. Après l'échange des militaires intervenus hier, les deux parties ont procédé aujourd'hui à un échange de civils capturés. 7 compatriotes ont regagné la Fédération de Russie, dont 5 habitants de la région de Koursk.
Ce 27 juin, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de civils capturés selon le principe 7 contre 7 avec la médiation de la Biélorussie. 7 Russes ont ainsi pu rentrer chez eux, 5 habitants de la région de Koursk et 2 originaires d'autres régions. La question du retour des habitants de la région de Koursk détenus est désormais entièrement réglée. C'est ce qu'a déclaré Yana Landratova, déléguée aux droits de l'homme de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, je suis reconnaissante envers la partie ukrainienne et mon collègue d'avoir réglé la question de la région de Koursk. Le gouverneur de la région de Koursk, Alexandre Einstein, est resté en contact permanent avec moi et nous avons également rapatrié des civils en Ukraine. C'est très important dans notre communication. Ce ne sont pas seulement nos accords concernant des visites réciproques de prisonniers de guerre, la transmission de colis et de lettres, quel que soit le nombre de personnes, simplement parce que c'est une action humanitaire, mais aussi la possibilité de contrôler leur état de santé et l'échange réciproque de documents. Tout cela est très important. Mais le plus important, c'est sans doute notre volonté commune de voir nos jeunes se porter au mieux. Nous nous inquiétons tous les deux de leur état de santé. Ce sont précisément nos actions communes qui permettent d'améliorer leurs conditions de détention et leur état, c'est la chose la plus importante. Le délégué aux droits de l'homme de l'Ukraine, Dmytro Lubinets, de son côté a souligné qu'un bon dialogue s'était établi avec la partie russe pour régler les questions humanitaires. Un dialogue qui porte ses fruits. C'est justement par téléphone que nous discutons de la plupart de nos accords. Je peux à tout moment appeler ou envoyer un message à Yana Valerievna et elle me répond dans les plus brefs délais. Et l'essentiel, c'est que nous constatons que cette forme de communication suscite des réactions positives. Nous nous sommes heurtés à des difficultés d'ordre technique que nous avons résolues aussi rapidement que possible à notre niveau. Donc, en effet, il n'y a absolument aucun problème de communication, que ce soit par visioconférence ou simplement par téléphone portable. Je crois d'ailleurs qu'une telle communication directe donne justement les meilleurs résultats. Hier, un nouvel échange de prisonniers de guerre selon la formule 160 contre 160 a eu lieu entre Moscou et Kiev. Les Émirats arabes unis ont joué le rôle de médiateur. Certains de ces militaires russes ont fait part de leurs impressions. J'ai enfin été inclus dans l'échange. Merci à la Russie. Je rentre chez moi tout de suite. Tout va bien. Je suis de très bonne humeur. Je suis très heureux d'être rentré. J'ai encore des sentiments mitigés. J'ai du mal à y croire pour l'instant. Selon Alexandre Kinstein, gouverneur de la région de Koursk, 171 habitants de la région ont pu être rapatriés du territoire ukrainien depuis le début de la crise, tandis que le sort de 320 personnes reste inconnu. Des échanges de militaires entre les deux parties ont également lieu régulièrement. L'humanitaire reste pour l'instant le seul domaine dans lequel Kiev est disposé à engager un dialogue avec Moscou. Et sur le terrain du conflit, l'Ukraine continue ses attaques nocturnes sur les villes russes. Dans la nuit du 26 au 27 juin, le régime de Kiev s'est déchaîné sur le sud de la Russie. À Volgograd, dans le sud-ouest de la Russie, la défense antiaérienne a repoussé un assaut sur des installations industrielles, selon le gouverneur de la région, Andrei Botcharov. Des dégâts ont quand même été signalés sur un site, sans dommage aux habitations. Cette attaque a fait une victime et une dizaine de blessés. Malheureusement, l'attaque de missiles d'aujourd'hui a fait un mort. Lors des opérations de réparation des dégâts, le corps d'un employé de l'entreprise a été découvert. Selon des informations plus précises, 11 blessés ont été hospitalisés. 2 d'entre eux sont dans un état grave et les médecins font tout leur possible pour stabiliser leur état. Parallèlement, dans la région de Rostov, les forces ukrainiennes ont frappé un musée mémorial militaire. Selon le gouverneur, 12 personnes ont été blessées dans cette attaque. Le coup principal a touché le centre d'information, tandis que l'exposition elle-même n'a pas été endommagée. Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'au total, la défense aérienne a abattu pendant la nuit plus de 170 drones ukrainiens au-dessus d'une dizaine de régions. Dans la nuit du 26 juin à 20h, heure de Moscou, au 27 juin à 8h, heure de Moscou, les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 175 drones de type avion ukrainien au-dessus des régions de Belgorod, de Briansk, de Kalouga, de Koursk, d'Oriol, de Rostov, de Smolensk, de Toula, de Moscou, de la République de Crimée, de la région de Krasnodar, ainsi qu'au-dessus des eaux de la mer Noire. La Russie, de son côté, continue de frapper des installations militaires ukrainiennes, des sites de préparation au lancement de drones à longue portée et des points de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes et de mercenaires étrangers figurent parmi les cibles. De plus, des avions de combat et du matériel terrestre de soutien à un aérodrome de la région de Nikolaïev ont été atteints. L'offensive sur le terrain ne s'arrête pas non plus. Les combats se poursuivent, notamment à Krasny Liman et à Konstantinovka, les deux villes étant presque entièrement libérées. Selon des sources ukrainiennes, les unités militaires russes se trouvent déjà à 5 km de Nikolaïevka, considéré comme l'un des principaux nœuds défensifs protégeant Slaviansk.
Le régime de Kiev tente par tous les moyens de colmater la brèche au sein de son armée, dont les effectifs diminuent rapidement à mesure que les forces armées russes avancent. Il bénéficie pour cela du soutien actif des élites européennes qui évoquent souvent la nécessité d'envoyer directement au combat les Ukrainiens présents sur le territoire de l'Union européenne. Les explications avec notre reporter Igor Korachenko. Contraindre la Russie à la paix par la force. Voilà aujourd'hui l'objectif affiché par Volodymyr Zelensky et ses alliés occidentaux. Autrement dit, Kiev continue de miser sur la guerre. Mais il y a un problème, et il est de taille. Peu d'Ukrainiens semblent vouloir satisfaire cette aspiration. Nous devrons encourager le retour de nos citoyens et attirer des spécialistes étrangers. Nous n'avons pas d'autre choix. Les autorités ukrainiennes l'admettent, mais à demi-mot, en arrondissant les angles. À Moscou, on présente la situation autrement. Chiffres à l'appui, les faits sur la table. Le principal problème de l'armée ukrainienne est aujourd'hui le manque catastrophique d'effectifs. Ces derniers temps, ces effectifs ont diminué de 100 000 soldats. Les pertes mensuelles s'élèvent à environ 40 000 hommes. Comme vous le savez, dans le cadre de la mobilisation forcée, on attrape les gens dans la rue comme des chiens errants et on les enrôle de force dans l'armée. Les images de mobilisation forcée continuent d'inonder les réseaux sociaux. À Kryvyi Rog, des employés du centre de recrutement militaire poursuivent un homme en minibus et finissent par le renverser. Résultat, jambe fracturée. Son père, qui tente de le défendre, est frappé. À Rovno, un autre homme est plaqué au sol, puis battu par les employés du centre de recrutement. Ceux qui essaient d'intervenir se retrouvent souvent eux aussi pris dans la mêlée. Coups de matraque, gaz lacrymogène, violence en pleine rue. À Kiev, la patience des habitants semble déjà à bout. La semaine dernière, plusieurs dizaines de personnes ont participé à un rassemblement spontané contre la mobilisation forcée. Tout serait parti de l'interpellation musclée d'un jeune homme. Des passants ont pris sa défense. Quelques minutes plus tard, la scène s'était transformée en affrontement avec les recruteurs militaires et la police. Au final, le jeune homme aurait tout de même été interpellé. En Ukraine, la chasse aux hommes en âge de combattre continue, mais cela ne suffit plus. Par contre, il y en a encore beaucoup en Europe. Et après les demandes de Kiev, les portes de l'Union européenne pourraient se refermer sur ceux qui refusent simplement de mourir pour les ambitions de Volodymyr Zelensky. Notre proposition prévoit que la protection temporaire ne soit pas accordée aux personnes nouvellement arrivées qui ne sont pas autorisées à quitter l'Ukraine en raison de leurs obligations militaires en vertu de la législation ukrainienne. Le Danemark a déjà annoncé un durcissement des règles d'obtention du titre de séjour pour les Ukrainiens. Les hommes âgés de 23 à 60 ans, non exemptés du service militaire, ne pourront plus obtenir de permis de résidence.